On est très ravis d'accueillir le réalisateur de Cartel Land, Matthew Neineman. Du jury de Sundance, donc je vais lui laisser la parole et puis après il y aura un Q&A à la fin du film. Voilà. Et on est très content aussi d'accueillir le président du festival, Jeremy Arons, qui est tout au fond. I just want to say thank you so much to the festival for having me. It's a huge honor to be screening here, and this is our first time screening in France. Je voulais remercier d'abord le festival de nous donner l'opportunité de présenter mon film ici aujourd'hui. C'est la première fois que l'on présente ce film en France. I apologize, I'm very bad with languages and I can't speak French to you, but I can barely speak Spanish also. So. Je suis désolée, je suis très mauvais en langue, donc je ne pourrais pas vous parler en français. Donc pour le coup, je ne parle pas espagnol non plus, donc c'est juste les langues en général. This movie was an incredible journey that I went on, and I ended up with a story that I could never have imagined. So I hope you enjoy the ride, and I will be here afterwards to answer questions. So thank you. Ce film a été un voyage fantastique pour moi. J'ai finalement pu réaliser un film et raconter une histoire à laquelle je ne m'attendais pas du tout au début lorsque j'ai commencé. Donc pour moi, ça a été une expérience formidable et j'espère que vous pourrez le ressentir à travers ce film. Et je serai donc à la fin pour une séance de questions-réponses avec vous. Voilà. Vous venez de voir donc Cartel Land qui a été réalisé par monsieur Matthew Neineman qui est juste à côté de moi. On a la chance de pouvoir faire une petite session de Q&A avec lui. Je vais juste commencer pour lancer cette session d'interview par lui demander donc Matthew, comment avez-vous eu l'idée de ce documentaire vous n'êtes pas du tout du sud des États-Unis ou quoi que ce soit, ni d'Arizona. Alors, j'aimerais bien que vous me parliez de la genèse de ce projet. Yeah, I'm not a war reporter. I've never filmed in conflict areas before, and I was actually riding the subway in New York, where I live, and I read this Rolling Stone article about the vigilantes in Arizona. And the minute I read it, I just knew this is a film that I wanted to make. It was an issue I knew very little about, and it fascinated me. And so I spent about 4 or 5 months filming in Arizona, and then my father actually sent me an article about the autodefensas in Michoacan, Mexico. And when I read that article, I knew I wanted to create this parallel narrative about vigilantism on both sides of the border. Donc, j'ai jamais été reporter de guerre, j'ai jamais fait ce genre de documentaire. Et c'est en fait une fois j'étais dans le métro à New York et je suis tombée sur cet article dans le magazine Rolling Stones qui parlait des groupes armés en Arizona qui combattaient les cartels dans la région. Et je ne savais absolument rien sur ce sujet, sur les frontières, sur les cartels, mais la seconde où j'ai lu cet article, je savais que je voulais raconter cette histoire. Donc j'ai passé d'abord 4 à 5 mois en Arizona à filmer ces groupes armés, et ensuite c'est mon père qui m'a fait découvrir un article qui parlait de groupes de l'autodefensa, qui est donc au Mexique, l'équivalent au Mexique plus ou moins, et c'est là que j'ai su que je voulais faire une histoire qui raconterait, qui ferait un parallèle entre les groupes armés en Arizona et ce qui se passait au Mexique. Alors surtout n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Et ben voilà, il y a une question au fond. Est-ce qu'il y a un micro? Pas du tout. Donc bonjour, et donc quand on arrive sur un projet comme ça, je suppose qu'on arrive avec énormément d'a priori, et le fait de suivre justement ces deux groupes qui évoluent énormément au fil du documentaire, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que vous avez changé radicalement d'opinion, ou si vous aviez déjà une opinion à la base? Donc en quoi ce projet a pu vous marquer? I had no opinion about the story. I'm not a big fan of agenda filmmaking or sort of agenda news. I think that's one of the biggest issues sort of facing our world today is very polarized, agenda-driven news and media. I went into this story as a complete blank slate, as a sponge, and I had absolutely no idea where the story was going to go. I originally thought I was telling this sort of very simple hero-villain story of guys in white shirts fighting against guys in black hats. And
very quickly I realized that the story was not what I thought it was. Every single shoot, every single time we went down to Mexico, especially, the story changed. I would be in the back of a truck, and I really wouldn't know whether I was with the good guys or the bad guys. And so, the story was constantly evolving. And a mentor of mine in the film world once said that if you end up with the story that you started with, then you weren't listening along the way. And that very much held true with Cartel Land. Lorsque j'ai commencé à filmer ce documentaire, je n'avais aucun a priori, je n'avais aucun avis sur la question. C'est quelque chose que personnellement je n'apprécie pas forcément, tout ce qui est les médias, les films qu'on peut voir qui essayent de présenter une idée ou un avis dès le début. C'est pas du tout ce à quoi j'adhère. Donc moi je suis vraiment rentré dans ce documentaire sans aucune opinion et prêt justement à absorber tout ce qui viendrait, tout ce qui pourrait venir sur mon chemin. À la base je m'attendais à faire un film qui parlerait justement des héros vêtus de blanc qui combattraient les grands méchants habillés en noir et que tout serait aussi simple que ça. Mais à chaque fois que nous nous rendions au Mexique pour le tournage, les choses changeaient, les choses évoluaient. Et donc le film a lui aussi évolué avec. Parfois quand j'étais derrière un camion, à l'arrière d'un camion au Mexique, je me rendais compte que j'étais plus tout à fait sûr si j'étais en présence des gentils ou des méchants de l'histoire. C'était un peu flou pour moi. Et un de mes mentors a dit un jour que si le film que l'on arrive à faire est exactement ce qu'on avait l'intention de faire à la base, c'est qu'on a mal agi, c'est qu'on n'a pas écouté tout ce qui a pu se mettre sur notre chemin et nous permettre d'évoluer au fur et à mesure. Il y a une question ici. Oui, merci. Donc merci et déjà bravo pour votre film et d'avoir eu le courage de ramener toutes ces images assez choquantes et spectaculaires aussi. Par contre, en fait j'ai une question au niveau de j'ai l'impression que la construction narrative de votre documentaire qui donc essaye de faire un parallèle entre le combat de ces deux hommes des deux côtés de la frontière face au cartel, le titre de Cartel Land qui sous-entendrait qu'ils luttent tous les deux contre les cartels. J'ai eu du mal à le suivre complètement parce que j'arrive pas forcément à voir d'après vos images en quoi est-ce que le combat du docteur Mireles est le même que celui de son alter ego du côté américain, dans la mesure où c'est aussi ce que vous avez suggéré dans vos images, donc je pense que vous avez également eu cette réflexion-là. On a plus l'impression d'un côté qu'il y a une lutte contre une invasion d'immigrés illégaux qui est en partie alimentée par les cartels et de l'autre juste des personnes qui luttent pour pouvoir survivre et vivre normalement. Donc je voulais savoir si ce que vous pensiez à quel point vous pouvez soutenir la comparaison entre les deux et est-ce qu'elle est vraiment pertinente au final. So for me, I think one of the biggest driving factors in why I made this film is I always wondered, what would I do if my sister was raped or my, father was hanging from a bridge? Would I pick up a gun? Would I fight violence with violence? Would I become a vigilante? Is that right? Is that just? Is that sustainable? And those questions sort of drove me and sort of really pushed me to make this film and keep going down to Mexico, keep going down to Arizona to try to understand what was happening. And on some level the film is also sort of a character study of men and women and what causes them to take up arms. And at its heart, we have these two men, the doctor and Naylor, and they're both 55 years old. They both believe that the government has failed them. And they both taken the law into their own hands to fight against evil. But obviously the circumstances are quite different. In Mexico, the violence is visceral, it's real. 80,000 people killed since 2007, 20,000 plus disappeared. Where in Arizona, it's much more theoretical. It's this sort of paranoia and this fear that this violence is coming across our border. And so obviously it's not an exact, perfect parallel, but to me it's a meditation on vigilantism and what happens when men take up arms. En fait, quand j'ai commencé ce documentaire, la question principale que je me posais, c'était qu'est-ce que moi je ferais si ma sœur était violée, par exemple, ou si mon père était pendu du haut d'un pont. Est-ce que je prendrais les armes? Est-ce que je déciderais de combattre la violence par la violence? Est-ce que ce serait juste? Est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait la meilleure solution?
Et ce sont ces questions qui m'ont poussé à chaque fois à retourner au Mexique, à retourner en Arizona, à continuer ce documentaire. Ça a été ma motivation principale de savoir ce que moi je ferais. Donc ce documentaire pour moi est une étude de l'être humain, au final, des hommes et des femmes, de savoir pourquoi on se bat et jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller. Donc dans le documentaire, on a deux hommes qui ont tous les deux 55 ans, qui sont tous les deux déçus par l'inactivité de leur gouvernement des deux côtés, qui ont tous les deux décidé d'établir leur propre loi, finalement, de prendre les choses entre leurs mains. Et il y a des différences, bien sûr, notamment au Mexique. Il s'agit d'un combat réel. On compte depuis 2007 80 000 personnes qui sont mortes à cause de ces guerres contre la drogue et 20 000 qui sont disparues. Donc forcément, on a des conséquences réelles au Mexique, alors qu'en Arizona, c'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus théorique. Donc oui, il y a une différence entre ça, et c'est peut-être pour là, il n'y a pas forcément de parallèle, mais je voulais vraiment faire une étude de jusqu'où est-ce qu'on peut aller et vous montrer comment fonctionnent tous ces groupes armés qui gèrent leur propre loi. Mathieu, pour nous Européens, votre film a des codes presque de fiction, c'est-à-dire que nous, ce sont tout ce qui est cartel, trafic de drogue, etc., ce sont des choses que nous connaissons par les séries et par les films. À Cannes cette année, il y a eu un film de Denis Villeneuve qui s'appelait Sicario, on connaît très bien Breaking Bad qui a un grand succès. Chez nous, ce sont des choses qui relèvent de la fiction pour nous. Est-ce que vous avez, même si le sujet est très grave, voulu jouer aussi avec des codes de fiction et remettre surtout les idées d'aplomb aux gens, c'est-à-dire leur rappeler que non, ce n'est pas de la fiction, que c'est quelque chose d'extrêmement violent qui est aux portes des États-Unis et que nous on regarde ça de loin, mais que c'est une vraie réalité. I'm going to actually translate for everyone in case someone doesn't understand French in the audience. So in Europe, we're not the only reason we're familiar with drug problems and drug issues is through TV shows and movies, and we don't actually see it necessarily firsthand. And so my question is, with this documentary, did you want to put things back in order and remind people that it's not fiction? This is real, especially in the US. This is happening in your country, and for us, it's all very abstract. And is it a way to kind of remind people that this is happening? I think, especially a film like this, where there's so much risk. I mean, I wasn't making this film for anybody else. I was making this film for me. I was driven by my own curiosity. Obviously, I hope the film makes a big difference in the world and starts a really important conversation. But I think in America especially, I mean, people ask me how to fix this problem. How do you stop the drug wars? And it's basic sort of economics. As long as there's a demand for drugs in the United States, there'll be a supply for drugs in Mexico and South America. And until that stops, the cycle will not stop. The violence will not stop. And I hope that the film, as I said, ignites this very important conversation, especially in America where we are funding this war. We are responsible for this war. These 100,000 people have died. We are responsible for that. And this is a country that's just south of us. This is a country that we share so much history with. And we don't really recognize that. And we talk about ISIS, we talk about other conflict zones around the world, which are all very horrible as well, but we sort of turn a blind eye to this country that we are very much tied to. Lorsque j'ai fait ce film, d'abord je l'ai fait pour moi avant tout, pour ma propre curiosité, pas pour satisfaire ma propre curiosité. Bien sûr que j'espère qu'il pourra faire une différence et surtout commencer des débats et des discussions entre les gens. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, on me demande souvent quelle est, à mon avis, la façon de régler ce problème, comment est-ce qu'on peut régler ce problème et mettre fin aux guerres contre la drogue. Pour moi, c'est un problème économique, tout simplement. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Tant qu'il y aura de la demande aux États-Unis, il y aura de l'offre qui proviendra du Mexique. Et la seule façon d'arrêter ce cycle, d'arrêter cette violence, c'est de mettre fin à la demande. Donc oui, j'espère que ce débat va pouvoir, que ce film va pouvoir aider la discussion, et particulièrement aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis on a du mal à se rendre compte qu'au final, on est la raison de ce problème. C'est économiquement, financièrement, c'est nous qui créons le problème. On a une responsabilité envers ce pays, envers toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui ont pu disparaître ou souffrir à cause de
de la drogue, du marché de la drogue. On parle souvent de zones de conflit partout dans le monde, on en voit dans les médias, mais on oublie souvent nos voisins du Sud, et ça pour moi c'est important de pouvoir amener le débat aux États-Unis. Une question. Oui, bonsoir. Je voulais savoir comment vous aviez travaillé techniquement, c'est-à-dire si vous étiez une petite ou une petite équipe ou une moyenne équipe, et d'une part, et d'autre part, si vous aviez craint un moment pour votre vie. The first question is how big was the team traveling with you? Was it just you and other people? And did you at any time fear for your life during the shoot? Of course, I think I'd be crazy if I didn't fear for my life. I mean, at every moment, especially in Mexico, it was very, very scary. I mean, during the shootouts, meth lab, the torture scenes, these are all incredibly frightening things to be through. But I want to say a couple things. First of all, I'm not special. There's journalists and filmmakers and people all over the world who are covering very dangerous stories. So what I did is not any different from that. But in terms of sort of the fear of being down there, I think for me actually the scariest moment was not those adrenaline moments, in the shootouts or that, but that interview with Milagros, a young woman who was kidnapped by the Templars and saw her husband chopped up to pieces in front of her, and to sit next to somebody and look at her and have her body there, but her soul sucked out of her and have these very hollow eyes, and to hear her describe what the cartel did to her husband, that stayed with me psychologically a lot more than anything else. And to think about how we're the same species as humans that do that to other humans, it just was, that rattled me more so than anything. Alors pour la question, est-ce que j'ai eu peur pour ma vie? Oui, évidemment, il y a eu des moments où j'ai eu peur et je pense que je serais un peu fou si je n'avais pas eu cette appréhension, cette peur. Et particulièrement lorsque nous étions au Mexique, il y a eu des moments, des expériences effrayantes forcément, notamment pendant les fusillades ou lorsqu'on était dans les laboratoires de méthamphétamine ou pendant les scènes de torture. Mais j'aimerais d'abord dire que je ne suis pas quelqu'un de forcément spécial. Il y a plein de gens dans le monde, des journalistes, des réalisateurs qui sont aussi dans des zones de conflit, qui prennent des risques pour raconter ce genre d'histoire. Donc je ne suis pas différent de ces gens-là. Donc oui, j'ai eu peur pendant tous ces moments d'adrénaline, mais c'est le moment qui m'a peut-être le plus marqué et le plus fait peur, c'est lorsque j'interviewe Milagros, donc cette femme dont le mari a été kidnappé et qui l'a vu se faire découper en morceaux devant ses propres yeux, et de parler avec cette personne, d'être assise à côté d'elle, à côté d'une personne qui finalement a été complètement vidée, a complètement perdu son âme, et de l'écouter parler de ce moment. Pour moi, ça a été psychologiquement le moment qui m'a le plus frappé, qui m'a le plus marqué, et de penser que je viens de la même espèce que des personnes, des hommes qui sont capables de tels actes de barbarie. Pour moi, ça a été le plus violent finalement. Well, first of all, congratulations on having this documentary here in Paris. I would like to know if your film has been shown in Mexico, and if yes, in which festivals? And how were you able to finance such a documentary film with the times we're living in Mexico? How were you able to get close to the autodefensas and film them? Thank you. Donc juste la question. Are you from Mexico? La question était de savoir si le film avait été présenté au Mexique et si oui, dans quelles circonstances, à quel festival. Le financement, quel financement il a pu obtenir pour ce film, surtout par les temps qui courent au Mexique, et comment il a pu rentrer en contact avec les groupes, les différents groupes qu'il rencontre pendant le documentaire. Sorry, I forgot the question. You've got, has it shown in Mexico, financing, and how did you get in contact with the groups? Has it shown in Mexico? So the film premiered at the Sundance Film Festival in January, and it's played at festivals all around the world. And then it's opening in movie theaters in the United States in July, and in movie theaters in Mexico in July as well. And then other places around the world as well after that. But I'm both
scared, excited about the film being released in Mexico. You know, I think we've been threatened by the Mexican government. They're tapping my phone and my email. I worry a lot about my local crew that's still down there, as well as the people in the film. And you know, it's something that I think about a lot. It keeps me up at night a lot. And yeah, we'll see what happens. But I really hope that as I said earlier, I really hope it starts a very important conversation. We saw, I don't know if the news traveled here, but there were 43 students that were killed in Guerrero, the state just south of Michoacan, right as we finished editing before we went to Sundance. And that really started a movement across Mexico. There's hundreds of thousands of people marching through the streets of Mexico City in protest. And I hope that conversation continues. Donc pour répondre à la première question, le film a en fait été montré pour la première fois au festival de Sundance en janvier 2015, en début d'année. Et ensuite, il a fait plusieurs festivals autour du monde. Et il va sortir dans les cinémas en juillet aux États-Unis et au Mexique. Et ensuite dans d'autres cinémas autour du monde. Donc j'ai peur et à la fois j'ai hâte. On a reçu des menaces du gouvernement mexicain à propos de ce documentaire. Je sais que je suis sur écoute. J'ai peur pour l'équipe technique qui m'a suivi sur place et qui est encore sur place, et aussi pour les gens qui apparaissent dans ce film. Donc forcément, c'est quelque chose sont des choses auxquelles je pense tous les jours, à chaque fois. Je pense à ces personnes et oui, on a un peu peur pour ça, mais on verra bien quand le film sortira, ce qui se passera. Comme je disais tout à l'heure, j'espère juste que ça pourra vraiment créer une discussion et amener un certain débat. Je ne sais pas si vous l'avez vu en France, mais récemment, juste avant le festival de Sundance, on a 43 étudiants au Mexique qui ont été assassinés. Et ça a vraiment déclenché un mouvement au Mexique avec des centaines de milliers de personnes qui vont dans la rue et qui font des marches de protestation. Donc on a un réel nouveau mouvement qui s'est enclenché là-bas, donc on verra bien par la suite. Steve, une dernière question. Oui, alors. How big was your crew? You didn't Oh, say. sorry. Thank you, Jeremy. Our crew was quite small. We had often there's sort of 2 to 4 people, depending on the situation. I shot most of the film myself, especially the sort of intimate verite scenes. It's just a film that you can't have a big crew on, and yeah. C'était une petite équipe, on était en général entre 2 à 4 personnes, suivant les situations, mais j'ai tourné la plupart des scènes, surtout celles un peu plus compliquées ou un peu plus intimistes. De toute évidence, sur ce genre de documentaire, on ne peut pas se permettre d'avoir une grosse équipe derrière soi. Oh, and how did you finance it? You didn't answer that. Thank you. I had a documentary film company in New York that I partnered with that seed funded me, and then A&E Indie Films, which is a small studio within A&E, which is a TV station in the US, gave us a bulk of the money, and then we had equity financiers come in and give us the rest of the money. So, sort of different sources. And what was your budget? Can't answer that. Oh. Fair enough. À propos du financement, donc pour répondre à la question tout à l'heure, il y a une entreprise donc, qui finance des documentaires qui a fourni une partie du financement. Ensuite, la compagnie Indie Films, qui est une branche de la chaîne américaine ANE, qui a aussi contribué au financement. Et ensuite, des partenaires individuels qui ont rajouté ce qui manquait. Donc on a eu un peu des financements à droite à gauche pour ce film. Vous avez été donc des 2 côtés durant ce tournage. Comment est-ce possible d'arriver à une telle immersion? Est-ce que c'est facile? J'imagine que non. D'arriver à interviewer autant de personnes des 2 côtés. Comment convaincre parfois ces personnes-là de se laisser interviewer, de se laisser ainsi montrer dans un film qu'on sait que plus tard il sera montré dans le pays où il y a tellement de danger? Est-ce que c'est si facile que ça, ou comment convaincre ces personnes de se laisser interviewer finalement? So you were in immersion on both sides, obviously.
How is it possible to interview as many people, to find as many people willing to be interviewed for your movie, to convince them to appear on film that will obviously be shown and screened at some point in their country? How did you manage to convince them? No matter what film I've made, you get the same question every time: is why do people ever take part in documentaries? I probably would never take part in a documentary myself, but I think people feel like they want their story told. You know, they take the first scene, for example, in the meth lab. You know, they never had somebody listen to them, hear their story, and so I think people really responded to the idea that they were being heard, they were being listened to, and that their story would be seen by other people as well. But I think, you know, I was very lucky because a lot of people covered this story in Mexico especially, and it's one of the problems with news today is that, you know, there's so little funding for real investigative stories. People would come in for a day, 2 days, 3 days, and it's so hard to get to the truth, to get, or what is truth, but to get to the bottom of a story in just 3 days. And I was there for 9 months, 1 to 2 weeks of every month, and able to create relationships, develop relationships with both the doctor as well as, you know, the other side. And I also set very clear ground rules when I first got down to Mexico, and I said, I'm here to document history. I'm not here to take sides. And I think that helped me get in with the various factions that developed. But at the heart of it all is just trust, and that's what helps, you know, gain you access. So if I don't get to speak again, I want to thank you all so much for being here and for seeing the film. You know, it's a big honor to be here. So thank you. À chaque fois que je fais des documentaires, on me demande souvent pourquoi les gens ont accepté d'être présents, d'être dans un documentaire. Personnellement, moi je pense que jamais je voudrais être mis en avant dans un documentaire, mais je pense que si ces personnes acceptent, c'est parce qu'elles veulent qu'on raconte leur histoire, elles veulent qu'on leur donne une voix. Par exemple, la première scène, lorsqu'on est au laboratoire de méthamphétamine, sont des personnes à qui finalement on n'a jamais donné l'occasion de s'exprimer, qu'on écoute rarement. Et donc là, ils avaient l'occasion de se faire écouter, de se faire entendre et de se faire voir. Donc c'est quelque chose qui plaît aux gens. J'ai été chanceux tout au long de ce tournage. Je le sais, c'est un sujet qui est beaucoup abordé déjà au Mexique. Mais malheureusement, la plupart des réalisateurs manquent de fonds pour vraiment traiter le sujet comme il se doit. En général, ils vont faire un reportage de 2-3 jours, mais ce n'est absolument pas suffisant pour vraiment aller jusqu'au fond de la question et vraiment comprendre tous les points de vue. Alors que pour ma part, j'y suis retournée plusieurs fois pendant des mois. J'y allais pendant à peu près 2 semaines tous les mois. Donc ça m'a permis vraiment d'établir une relation avec les personnes que l'on voit dans ce film, avec le docteur, avec les cartels, etc. Par contre, au tout début, j'ai établi des règles très claires. J'ai expliqué aux gens que je suis là pour documenter ce qui se passe. Je ne suis pas là pour prendre part et pour décider de ce qui est bien ou pas bien. Je voulais juste montrer la réalité des choses. Je pense que l'ingrédient essentiel de la réussite de ce documentaire, c'est la confiance, finalement, la confiance qu'il y avait entre tous les acteurs, qui m'a permis d'avoir accès à toutes ces scènes. Voilà, donc j'aimerais vous remercier en tout cas d'avoir vu ce film. Ça a été un honneur de le présenter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.